Son meilleur ami masculin s'est moqué de moi au dîner. Elle pourrait trouver bien mieux que toi. Je l'ai remis à sa place devant tout le monde. Elle a piqué une crise. Excuse-toi ou c'est fini entre nous. J'ai souri. Je n'ai pas dit un mot. Mais quand elle est rentrée chez elle des semaines plus tard, elle a finalement compris ce que « fini » signifie vraiment. Pendant 3 ans, ma vie avec Anna a été belle. Superbe, même. Je suis avocat, donc mon travail consiste essentiellement à naviguer dans les pires aspects de la nature humaine. Rentrer à la maison auprès d'elle, c'était comme prendre une bouffée d'air frais. Elle était parajuriste, vive d'esprit, et avait cette flamme en elle pour faire des études de droit et se faire un nom. J'aimais ça chez elle. Nous formions une équipe construisant une vie dans une maison que j'avais passé des années à restaurer. Ça semblait solide, réel. Je ne payais pas juste des factures pour une petite amie. J'investissais dans la femme que j'allais épouser. Mais il y avait toujours cette interférence, un bourdonnement sourd de quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Et cette interférence avait un nom, Léo. Léo était son meilleur ami de la fac. Il était graphiste, un de ces gars qui se dit artiste et agit comme si travailler de 9h à 17h était un destin pire que la mort. Pendant ce temps, il concevait des menus pour des taquerias pour à peine payer son loyer. À entendre Anna, il était son acolyte, son âme sœur platonique, le gars qui la protégeait. Pour moi, c'était une sangsue avec un complexe de supériorité, et il s'était donné pour mission de miner notre relation. Il était un pro à ça. Je lui accorde ça. Il n'a jamais rien fait que l'on puisse lui reprocher directement. Ce n'était que des pics subtils. De petites fléchettes empoisonnées déguisées en compliments. Son ex-petit ami Alex, un musicien qui lui avait brisé le cœur, était son sujet de prédilection. Si j'emmenais Anna en vacances sympas au Mexique, Léo trouverait un moyen de mentionner un voyage de camping spontané qu'Anna et lui avait fait une fois. « Tu te souviens de ça, Anna » disait-il, l'air mélancolique. On ne peut pas planifier des moments comme ça. Il faut juste être avec quelqu'un qui comprend ton esprit libre. Le message était toujours le même. J'étais le choix ennuyeux et sûr, et il était le gardien de la vie excitante qu'elle laissait derrière elle. Et Anna, elle gobait tout ça. Elle était complètement aveuglée par son rôle d'ami protecteur. Chaque fois que je laissais entendre qu'il dépassait les bornes, elle devenait défensive. Il fait juste son Léo. Il était là pour moi quand Alex m'a brisé le cœur. Il s'inquiète juste pour moi. C'est de la famille, Jacques. Je suis quelqu'un de patient. Il faut l'être dans mon métier. On ne saute pas sur la première preuve. On attend. On laisse l'autre partie parler. On les laisse construire leur propre dossier contre eux-mêmes. Et on attend qu'ils vous tendent la corde. J'ai attendu que Léo me tende la corde. Le moment est venu il y a 1 mois. Je venais de gagner la plus grande affaire de ma carrière. 6 mois de ma vie. Disparu. D'innombrables nuits blanches, des week-ends passés à m'enfouir sous les papiers. Mais nous avons gagné, et c'était une énorme victoire pour mon cabinet et pour moi. Pour fêter ça, j'ai organisé un dîner. Mes amis les plus proches, ceux qui m'avaient à peine vu pendant 6 mois, étaient tous là. Et parce que j'essayais toujours d'être le bon gars, j'ai dit à Anna d'inviter ses amis, ce qui, bien sûr, signifiait que Léo venait. La soirée était parfaite. La maison était pleine de gens bien. Le vin cher que j'avais gardé était ouvert, et je me détendais vraiment pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Léo, naturellement, buvait gratuitement et agissait comme s'il était copropriétaire des lieux. Il a bu quelques verres et a décidé qu'il était temps de faire un numéro. Il s'est lancé dans une longue digression ennuyeuse sur une exposition d'art, qui n'était en fait qu'un prétexte pour parler de la différence entre les créateurs et les hommes d'affaires. C'est juste une façon différente de voir le monde, a-t-il dit, me regardant droit dans les yeux. Certains d'entre nous sont animés par la passion, par l'art. D'autres sont plus pratiques. Il a bu une longue et lente gorgée de mon vin. Mes amis connaissaient son jeu et lui lançaient des regards qui auraient pu faire cailler le lait. J'ai juste esquissé un sourire crispé et refusé de réagir. Mais il n'avait pas fini. Il s'est tourné vers Anna, affichant son meilleur visage d'ami inquiet. « J'espère juste que tu es heureuse, Anna » a-t-il dit, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. Je veux dire, Jacques est un type formidable. Il est stable. Il pourvoit aux besoins. Il est fiable. Il a dit « fiable » comme si c'était un gros mot. Puis il a marqué une pause,
m'a regardé droit dans les yeux et a laissé un petit sourire suffisant se répandre sur son visage. Mais tu dois admettre qu'elle pourrait faire bien mieux que toi. Et voilà, la corde. Toute la table est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Mes amis avaient l'air de devoir se retenir physiquement de se jeter par-dessus la table. Anna fixait son assiette, rougissant. Elle n'était pas en colère contre lui. Elle était juste gênée qu'il ait fait une scène. C'est à ce moment-là que la situation est devenue claire pour moi. L'image est devenue limpide. L'avocat patient avait disparu. L'homme qui venait d'être fondamentalement irrespecté dans sa propre maison devant ses amis par un homme qui vivait de sa générosité dirigeait maintenant le spectacle. J'ai posé ma fourchette et mon couteau très lentement. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai fixé mes yeux sur Léo. L'hôte amical avait quitté le bâtiment. Le procureur venait de prendre sa place au pupitre. C'est une affirmation audacieuse, Léo, ai-je dit. Ma voix était dangereusement calme. Je suis intéressé par votre raisonnement. Selon votre opinion d'expert, à quoi ressemble un homme meilleur pour Anna? Veuillez être précis. Présentez-moi les critères. Léo était complètement décontenancé. Il était prêt pour une dispute. Il n'était pas préparé à un contre-interrogatoire calme et méthodique. Eh bien, vous savez, a-t-il bégayé. Quelqu'un plus à son niveau. Un créatif? Quelqu'un qui la comprend. Je vois, ai-je dit en hochant la tête. Donc, la principale qualification est d'être un créatif. Une théorie intéressante, et je suppose que vous vous considérez comme correspondant à cette description. Je pense que je la comprends mieux que quiconque, a-t-il dit en bombant le torse. Parfait, ai-je dit. Donc, vous êtes la référence absolue. Examinons cela. Ajoutons quelques autres facteurs à cette analyse. Parlons de quelque chose de plus concret que les vibes. Parlons d'investissement. Comme tout le monde ici le sait, Anna est en deuxième année de droit. C'est un programme de premier ordre avec un prix à la hauteur. Je paie pour cela, la totalité. C'est un investissement majeur en capital, bien sûr, mais c'est aussi un investissement de foi. Foi en elle et foi en notre avenir ensemble. Alors, ma question pour vous, Léo, en tant que référence autoproclamée de ce qui est mieux pour Anna, est la suivante. Qu'avez-vous investi dans son avenir dernièrement, à part vos opinions constamment négatives sur moi? Le visage de Léo est devenu blanc. Anna m'a lancé un regard paniqué. Jacques, ne fais pas ça, a-t-elle murmuré. J'ai levé une main pour la faire taire, mes yeux toujours rivés sur Léo. Je n'ai pas fini. Parlons de la voiture qu'elle conduit. Elle est sûre. Elle est fiable. Elle la conduit à l'école et en revient. Je l'ai achetée pour elle. Maintenant, vous avez une voiture aussi, n'est-ce pas, Léo? Une petite décapotable cool qui semble tomber en panne souvent. En fait, Anna a dû vous prêter de l'argent pour des réparations au moins 3 fois au cours des 6 derniers mois, n'est-ce pas? De l'argent qu'elle a pris sur le compte du ménage, et, soit dit en passant, je suis le seul à y déposer de l'argent. Donc, très concrètement, Léo, je n'investis pas seulement dans l'avenir d'Anna. Je paie aussi pour que votre petite mobile branchée reste sur la route. De rien. Un de mes amis à table a effectivement reniflé de rire avant de le masquer par une toux. Léo avait l'air d'avoir été giflé. Et enfin, ai-je dit en me penchant en avant, ma voix baissant, parlons de cette maison, le toit au-dessus de sa tête. Je la possède. Je paie l'hypothèque. Je répare ce qui casse. Vous, en revanche, avez eu tellement de retard de loyer qu'Anna a dû vous couvrir à nouveau avec de l'argent que j'ai gagné. Alors, permettez-moi de résumer votre argument pour le jury. Je veux dire, pour la table. Votre position est qu'un homme qui fournit un foyer stable, une voiture fiable et une éducation de premier ordre entièrement financée est un choix inférieur pour Anna. Et qu'un homme meilleur, selon votre définition, est un gouffre financier, qui draine ses ressources et qui récompense sa gentillesse en essayant systématiquement de saboter sa relation par ce qui ne peut être qu'une obsession pathétique, transparente et profondément effrayante. Est-ce un résumé juste et précis de votre position, Léo? Je me suis penché en arrière. La plaidoirie finale était terminée. La pièce était absolument silencieuse. Léo était un homme brisé, un témoin qui venait d'être mis en pièces à la barre. Il est resté assis là, humilié, incapable de parler. J'ai regardé mes amis qui fixaient tous Léo avec un mépris évident. Puis j'ai regardé Anna.
Son visage était un tourbillon d'émotions. Mais celle qui a prévalu, celle qui a percé le choc et l'embarras, n'était pas le soulagement. Ce n'était pas la gratitude. C'était une fureur pure et ardente. Elle s'est levée de sa chaise, les pieds raclant violemment le sol. Tout son corps tremblait. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a-t-elle sifflé. Tu l'as humilié devant tout le monde. Il s'est humilié lui-même, Anna, ai-je dit, ma voix maintenant fatiguée. J'ai juste présenté les preuves. Excuse-toi auprès de lui, a-t-elle exigé, ses yeux flamboyants d'un feu qui était entièrement dirigés vers moi, tout de suite. Excuse-toi auprès de mon meilleur ami pour ce que tu viens de faire. Excuse-toi ou c'est fini entre nous. Et voilà, l'ultimatum, la dernière pièce à conviction. Elle se tenait à côté des débris d'un homme qui venait d'être démasqué comme un parasite manipulateur, et elle le défendait. Elle le choisissait. L'amour que j'avais pour elle n'est pas mort, il a été exécuté. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu avec une clarté parfaite. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas crié, j'ai juste souri. Un petit sourire triste et complètement définitif. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis levé, j'ai pris mon verre de vin et je suis allé à la cuisine, la laissant seule dans la salle à manger silencieuse. L'affaire était classée. Le verdict était tombé. Les conséquences de ce dîner ont été rapides. Anna et Léo sont partis ensemble dans un nuage de drame. Elle a emménagé chez lui cette nuit-là. Une décision, j'en suis sûr, prise sous le coup de sa rage et de son humiliation. Dans son esprit, elle avait jeté le gant. Elle m'attendait à ramper, à m'excuser, à faire tout ce qu'il fallait pour réparer ce que j'avais brisé. Elle n'avait aucune idée que j'avais simplement accepté ses conditions. Pendant 2 semaines, je suis resté complètement silencieux. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'ai pas répondu au barrage de SMS d'abord en colère, puis confus, puis suppliant. J'ai ignoré les amis communs qu'elle a envoyés pour plaider sa cause. J'étais un fantôme. Au lieu de la courir, je me suis mis au travail. Ma maison, qui avait été notre foyer, ressemblait maintenant à une scène de crime. J'ai passé un week-end à emballer méthodiquement toutes ces affaires dans des cartons. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un nettoyage. J'étais un exécuteur testamentaire réglant la succession d'une relation morte. Quand j'ai eu fini, j'ai empilé les cartons dans la chambre d'amis, j'ai changé toutes les serrures et j'ai réinitialisé les codes de sécurité. Puis j'ai passé 2 appels téléphoniques. Ils n'étaient pas agréables, mais ils étaient nécessaires. Ils étaient les conséquences logiques du verdict qu'elle avait rendu à ce dîner. Le premier appel a été passé au doyen des admissions de sa faculté de droit. J'avais de bonnes relations avec lui grâce à mon travail d'ancien élève. J'ai expliqué en termes calmes et professionnels qu'en raison d'un changement permanent dans ma situation personnelle, le fonds de bourse privée que j'avais créé pour couvrir les frais de scolarité d'Anna était dissous avec effet immédiat. Le deuxième appel a été passé à l'associé gérant de mon cabinet. J'avais remué ciel et terre pour qu'Anna obtienne un stage d'été très convoité là-bas. C'était un tremplin pour sa carrière. J'ai expliqué qu'un conflit d'intérêts personnels grave et irréconciliable était survenu et que l'offre devait être retirée. Je n'en tirais aucune joie, mais mon soutien à elle était basé sur le fondement de notre partenariat. Elle avait donné un coup de massue à ce fondement. Elle ne pouvait plus vivre dans la maison. Exactement 2 semaines après le dîner, elle s'est présentée à ma porte. Je l'ai regardée sur la caméra de sécurité, tâtonnant avec sa clé, sa confusion se transformant en colère quand cela n'a pas fonctionné. Elle a finalement sonné à la porte. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Elle avait l'air affreuse. La colère vertueuse avait disparu, remplacée par un désespoir lassant. La réalité de vivre avec un artiste fauché et narcissique avait clairement été dure. « Jacques, nous devons parler », a-t-elle dit. « Non, Anna, nous n'avons pas besoin », ai-je répondu. « Tu as fait ton choix. La conversation est terminée. Tu ne peux pas jeter 3 ans à cause d'une seule dispute, a-t-elle plaidé, des larmes commençant à couler. J'étais en colère. Je ne réfléchissais pas, ce n'était pas une dispute, ai-je dit, c'était un moment de vérité. On t'a donné un choix clair entre ton partenaire et l'homme qui essayait de détruire notre relation. Et tu l'as choisi. Tu as exigé que je m'excuse auprès de lui. Tu as choisi de défendre le parasite. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. La panique commençait à s'installer alors qu'elle réalisait que je ne bougeais pas,
mais tout ce que nous avions prévu, a-t-elle bégayé. La faculté de droit, le stage. Oui, à ce sujet, ai-je dit, laissant le silence s'étirer. Les frais de scolarité pour ton dernier semestre sont dus la semaine prochaine, n'est-ce pas? J'espère que toi et Léo avez un plan pour cela, car mon investissement dans notre avenir a été résilié. Son visage est devenu blanc. Quoi, a-t-elle murmuré. Et le stage dans mon cabinet, ai-je poursuivi sans relâche. Cette offre a été retirée. Le cabinet prend les conflits d'intérêts très au sérieux. Elle a reculé, sa main s'envolant vers sa bouche. Le stage était son ticket d'or. L'avenir dont elle était si sûre s'évaporait sous ses yeux. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Jacques, s'il te plaît, tu ne peux pas, je l'ai déjà fait, ai-je dit. Les actions ont des conséquences. Tu m'as donné un ultimatum. Excuse-toi ou c'est fini. J'ai choisi fini. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Va demander de l'aide à Léo. L'homme qui est tellement mieux que moi. Je suis sûr que son génie créatif inclut un plan pour payer tes 50 000 € de frais de scolarité et remplacer la carrière que tu viens de perdre. J'ai fermé la porte sur son visage maculé de larmes. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste calme. Le procès était terminé. Les conséquences étaient prévisibles. La vie d'Anna s'est effondrée. Elle a dû abandonner ses études de droit à quelques mois de l'obtention de son diplôme. Le rêve était mort. Elle et Léo vivent apparemment toujours ensemble dans son minuscule appartement. J'ai entendu dire par des amis que c'est un genre d'enfer spécial. Elle est consumée par le ressentiment pour ce qu'il lui a coûté. Et il est coincé avec une femme qui est un rappel constant et amer de sa propre insuffisance. Il a eu la fille, mais il a eu une version brisée d'elle qu'il ne peut pas se permettre de réparer. Je n'ai pas fait ça pour me venger. Je l'ai fait pour moi-même. Une relation est un contrat et elle a violé la clause la plus fondamentale, la loyauté. Mes actions n'étaient pas une punition. Elles étaient une application des termes. Elle voulait savoir ce que « fini » signifie vraiment. Maintenant, elle sait. Cela signifie que le soutien cesse, l'investissement prend fin, et le bâtisseur quitte le chantier, vous laissant dans les décombres de la maison que vous avez aidé à brûler.